Bonsoir à tous, je m'appelle Idir, je suis diplômé de l'ESTP en 2012 et je suis très ravi de faire cette conférence avec vous sur la digitalisation du BTP. Il se passe beaucoup de choses ces dernières années, il y a beaucoup de ESTPiens qui ont monté aussi des startups et qui continuent de monter des startups. Et du coup, c'était l'occasion de venir en parler. C'est un secteur qui est particulier, qui a sa complexité, mais sur lequel il y a énormément d'opportunités. Donc l'idée, c'est de vous partager un peu tout ça. Du coup, au programme, on va faire une petite intro sur le sujet avec Maxime, qui est un camarade de promo, qui travaille dans le secteur du digital depuis une dizaine d'années, et moi-même. Et puis, on va faire un petit tour de quelques startups qui ont été créées par des ESTP et qui sont dans le secteur du BTP et qui innovent sur des problématiques, des sujets très différents. Donc, ça permet aussi d'avoir une vue de tout ce qu'on peut faire grâce au digital et grâce à la tech. Et après, on parle beaucoup de IA ces derniers temps. Et du coup, on a notre CTO, Samé, qui est derrière, qui va faire une petite intervention pour expliquer c'est quoi l'IA, quels sont les cas d'usage et montrer à quel point c'est facile d'utiliser l'IA de nos jours. Et on va finir par un petit verre derrière pour continuer les échanges. Voilà. Du coup, pour introduire le sujet, moi je dis toujours, j'ai une thèse très forte à titre personnel. Le secteur du BTP, c'est un secteur qui est à la fois énorme, mais qui est très digitalisé et qui fait face à de nombreux enjeux. Je vous partage quelques constats. Le BTP, c'est 10% du PIB français. C'est un employé sur 14 qui travaille dans le secteur de manière directe et beaucoup plus de manière indirecte. Par contre, c'est un secteur qui a perdu en productivité. Donc, on a perdu en productivité de 25% depuis l'année 2000. Et le coût de construction a doublé depuis l'année 2000. Je vous partage un chiffre. Dans le BTP, en moyenne, on réinvestit 1,5% du chiffre d'affaires dans la R&D, soit 5 à 10 fois moins que les autres secteurs en moyenne. Et c'est d'autant plus bizarre que le secteur fait face à de nombreux enjeux. On parle de réchauffement climatique, on parle d'inflation, on parle de taux qui augmentent et de pas mal d'autres choses. Et en fait, on fait ce constat qui est paradoxal. On est à la fois sur un truc qui est 10% du PIB, qui est énorme et dont on dépend. D'ailleurs, il y a la fameuse phrase qui dit « quand le bâtiment va, tout va », tellement on est dépendant de ce secteur. Mais on perd en productivité, on investit très peu dans la tech et on fait face à de nombreux enjeux. Pour moi, en fait, tous ces ingrédients sont réunis pour monter des sociétés, résoudre des problèmes, mettre de la tech, parce qu'il y a un terrain de jeu qui est juste incroyable et plein d'opportunités pour ceux qui veulent adresser ces sujets-là. Par contre, le secteur il est très complexe, on a énormément d'intervenants, c'est pas évident de venir disrupter le marché, et c'est là où mon ami Maxime va venir nous partager son expérience des 10 dernières années en accompagnant plusieurs startups, pour nous partager un peu ce qu'il a vu et ce qu'il a constaté. De manière succincte. On peut poser des questions en cours de présentation? Oui, tout à fait, oui. Ces chiffres que tu donnes, c'est des chiffres français ou c'est... Alors, c'est des chiffres qui viennent d'un fonds d'investissement allemand spécialisé dans le métier de la construction et qui sont issus d'études qui détaillent. Je pourrais vous partager l'article si vous le souhaitez. Le deuxième, c'est McKinsey, c'est Monde. Okay. Je l'avais aussi dans ma slide. Voilà, en tout cas, le fonds d'investissement s'appelle Fondamental. Ils sont spécialisés dans l'investissement en start-up BTP. Et ils ont une jolie thèse sur leur site qui détaille un peu ces sujets-là qui est très intéressante. Je vais juste, je suis désolé, changer de fenêtre. Pour moi, rapidement, là c'est parti. Ouais. T'es partagé là? Ouais. Ça figé. On peut se mettre en mode diapo. Ah, super. Rapidement, moi, pour me présenter, moi je suis Maxime Point. Je suis un camarade de promo de Didier. Il y a aussi Baptiste qui... La promo ME 2012 était très numérique. Moi, j'ai commencé ma carrière en fait très vite dans le numérique. Une entreprise qui s'appelle FinalCAD.
qui étaient un peu les précurseurs dans les applications de suivi, notamment les levées de réserve sur mobile. Et puis maintenant, depuis 3 ans, j'avais envie de voir un peu d'autres boîtes, et je suis consultant un peu indépendant pour différentes boîtes de ce qu'on appelle la construction tech. Ce que je voulais partager avec vous, c'est pour compléter ce que disait Edir, le monde du BTP, c'est un monde complexe et hétérogène. Là, c'est un petit schéma que j'avais fait une fois pour une boîte pour expliquer à des nouveaux employés, pour leur expliquer comment était à peu près fait un chantier de logement, on va dire, classique avec une entreprise générale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'acteurs, il y a énormément d'acteurs, de beaucoup de personnes très différentes. On va avoir autant des boîtes parfois qui sont des multinationales que des PME locales. On va avoir des profils très différents sur un projet de construction, des profils plus techniques, plus commerciaux, plus artistiques parfois même. Et une des principales problématiques qu'on a, c'est que tout le monde aille dans le même sens et que tout le monde échange des informations dans le même sens. Et ça, c'était un peu la première, c'est un peu l'opportunité qu'il y avait dans le BTP, c'était vraiment sur le management de l'information. Moi, ce que je vois aussi, c'est que la construction tech aujourd'hui et le numérique appliqué au BTP, c'est un écosystème qui est en mouvement depuis une dizaine d'années. Il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de startups qui sont lancées, il y en a quasiment une centaine en France, dans cette ruche qu'on peut avoir, qui sont nues sur différents aspects, qui peuvent être parfois des aspects très métiers sur des processus, sur le BIM, le fameux BIM, on va en parler un petit peu après, ou aussi sur plein de problématiques. Mais aussi les entreprises du BTP, elles ont même investi beaucoup sur ces sujets-là. Elles ont même parfois un peu même changé leur organisation. On a vu la création de services innovation numérique, services BIM. Même, tu peux t'avancer un petit peu. Excuse-moi. Pas à distance. Vous m'entendez mieux là, super. Il y a même eu des services d'innovation numérique, les services BIM qu'on voit de plus en plus dans les sociétés. On a même eu un poste de CDO, maintenant que je vois de plus en plus, qui est Chief Digital Officer dans certaines grosses boîtes de BTP. Ça, c'est un truc, il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Donc, c'est un nouveau métier, ça crée des nouveaux métiers. Donc la révolution numérique dans le BTP, moi je trouve que sur 10 ans, elle s'est illustrée sur 2 aspects. Donc on entend beaucoup parler du BIM. Je pas dit qu'on était full BIM aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qui a été finalement plus orienté sur la conception, sur comment finalement on peut arriver à faire des projets sous forme de base de données, sous un référentiel commun pour tous les acteurs. Donc c'était ça un peu la promesse. Avec bien sûr cette fameuse image du bâtiment 3D qu'on aurait construit avant de construire, mais qui permet de faire beaucoup de choses. Et puis à côté, moi ce que j'appelle les applications et plateformes métiers, donc c'est un peu plus valise, mais c'est toutes des solutions qui vont aller essayer d'optimiser une partie finalement du métier de chacun. Donc on va, pour citer, moi, pour mon expérience personnelle, les levées de réserve, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, on mettre un iPad sur un chantier, on le regardait avec des yeux gros comme ça. Même dans la démo, on devait lancer l'iPad pour montrer que c'était solide. Aujourd'hui, tous mes camarades de promo qui sont dans des entreprises générales, ils ne conçoivent plus de faire ces choses-là sans un appareil mobile. Mais on a aussi plein d'autres choses qui se sont développées, notamment dans la gestion du matériel, dans la gestion des déchets pour certains et des produits. Donc il se passe beaucoup de choses. Par contre, ce que je veux aussi, c'est quelles sont un peu les clés pour qu'une solution numérique dans le BTP elle puisse réussir. Moi, je vois 3 points. Déjà, il y a un premier point qui est faut qu'il y ait un intérêt clair pour les utilisateurs. Je dirais même, en fait, il ne faut pas que ça soit une contrainte. Parce que si vous imposez quelque chose aux gens, souvent, ils n'y vont pas. Ils n'ont pas envie. Et puis, il faut que ça vienne vraiment du terrain et que je prends l'exemple, par exemple, en ce moment, moi je travaille avec une entreprise qui fait des solutions à destination des chefs de chantier dans les travaux publics. Et si les gens ne voient pas, si les chefs de chantier ne voient pas l'intérêt, si c'est une obligation pour eux, ils jettent la chose directement. Donc il faut arriver à faire quelque chose où finalement les utilisateurs finaux, ils y voient un intérêt et que ça change leur vie et que ça améliore leur quotidien. La deuxième solution, c'est bien d'avoir un intérêt, mais encore faut-il que ça soit accessible. Je mets vraiment la simplicité d'utilisation assez en avant parce que, pour encore reprendre mon exemple de chef de chantier, la première chose qu'on nous dit souvent, c'est le BTP, c'est des rustres. Ils sont pas technophiles, ils sont pas à l'aise avec la technologie. Ouais, mais alors si vous allez un peu aujourd'hui sur les chantiers, les gars, ils savent très bien trouver leur chemin avec Google Maps ou Waze, envoyer des messages à leurs enfants via WhatsApp, et puis alors s'envoyer des blagues graveleuses sur Facebook, ça c'est leur grande spécialité. Et finalement, en fait, le point commun, finalement, ils sont un peu à l'aise avec la technologie quand même,
Mais ils sont plus à l'aise avec des outils grand public qui ont une chose en commun, c'est une utilisation qui est très très simple, une ergonomie qui est très facile, et finalement, en plus, ils sont un peu jolis. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les logiciels pro, ils devaient forcément être moches. Et ça, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est les solutions qui ont mieux marché la plupart du temps. C'était les solutions qui étaient finalement les plus ergonomiques, les plus jolies et qui prenaient plus en compte finalement l'expérience utilisateur. Et le troisième point que je me dirais, c'est qu'il faut une implémentation progressive. Il faut apprendre à marcher avant de courir. On ne va pas faire du BIM niveau 3 tout de suite. On ne va pas arriver à connecter tout le monde en un clin d'œil. Il faut y aller parfois processus par processus. Par exemple, moi je vois sur les chantiers, on a commencé par les réserves, maintenant après il y a eu les contrôles, et maintenant on va aller vers du pointage des effectifs. En BIM, au départ, on commence par une maquette qui est juste purement en architecte, et on va vers des maquettes qui sont de plus en plus utilisées en exécution. Et ça, c'est progressif. La révolution numérique, ce n'est pas une rupture, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et parfois, on a des entreprises qui veulent vraiment d'un coup avoir des outils qui font tout. Mais au mieux, on a une usine à gaz et c'est rarement utilisé et on perd souvent beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment des points clés qui paraissent peut-être assez évidents, mais parfois, c'est bon de les rappeler quand même. Après, pour conclure, je dirais que on est quand même qu'au début, hein, ça fait à peine... moi, je vois les choses depuis 10 ans, c'était un peu le début de la révolution numérique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, rien qu'à l'ESTP, le Master BIM de l'ESTP, il va à peine fêter ses 10 ans, je crois, bientôt. Donc c'est encore tout jeune. Nous, en 2012, on n'avait pas d'initiation en numérique. J'imagine que pour les nouvelles promos, je ne sais pas si c'est le cas encore. Mais... C'est une belle salle BIM. Voilà, une belle salle BIM, mais voilà, ça se fait, c'est encore mouvant. Tout ce qu'il faut. Mais tant mieux, et en fait il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis on le verra peut-être après plus tard, mais en plus toutes les perspectives avec l'IA qui vont permettre aussi de rendre accessibles parfois les innovations sont vraiment très encourageantes. Donc voilà, moi on va pouvoir voir du cas concret avec Je pense qu'on a un bon échantillon avec les 5 startups qui interviennent. Merci Max. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre et à nous les poser en direct. Du coup, tu veux enchaîner, Maxime? Non, je vais enchaîner, moi j'ai pas de... Baptiste, Je suis pas trop chronomètre parce que on enchaîne avec les... On aura fait toute la classe. Exactement. Je me présente pendant ce temps-là. Bonjour à tous. Moi, je suis Baptiste Mully, ME 2012, donc dans la même classe que les deux autres. Et puis, je vais aujourd'hui vous parler des données des produits de la construction. Donc, on parle beaucoup des projets, de la gestion d'un projet, du chantier, etc. Moi, je vais vous parler de chaque produit qui compose le bâtiment. J'arrive. Hop, impeccable. Alors, la société pour laquelle je travaille s'appelle BIM & Co, pour la modélisation en fait des données du bâtiment. Alors pour l'exercice, comme on parlait d'IA, j'ai demandé à ChatGPT de me dessiner un bâtiment. On a des enjeux assez forts, comme l'a rappelé Idir tout à l'heure, sur de construire durable. Donc des bâtiments qui au final sont performants, flexibles ou qui vont utiliser le moins de ressources possible. Et je lui ai demandé de me mettre en avant les locaux techniques et puis les aspects un peu techniques du bâtiment. Bon, il s'est un peu emballé, quand même. Mais en tout cas, c'est juste pour montrer que les bâtiments sont de plus en plus techniques aussi et doivent être de plus en plus performants. Et pour ça, on a besoin de faire énormément de calculs, d'optimisation, que ce soit sur de la thermique, que ce soit des performances sur l'utilisation de ressources. Donc, on a besoin de faire des calculs. Et pour nourrir tous ces calculs, on a besoin des éléments et des données de chaque équipement, de chaque matériau, isolant, etc. Et aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte, mais ces données techniques, elles sont sous forme de PDF, elles vont être utilisées sur tout le cycle en fait, de vie d'un chantier, sur plein de métiers différents. Et on en a besoin pour faire des calculs précis. Ça va du plan, de la modélisation, du calcul pour une installation électrique, du calcul thermique. Maintenant, on parle de l'impact carbone, de l'ACV, de la RE 2020, etc. Et aujourd'hui, ces données,
Majoritairement, c'est ça. C'est des piles de documents, c'est des fiches PDF qui sont dispersées à travers tous les sites des différents fabricants. Ou alors elles n'existent tout simplement pas, elles ne sont pas accessibles. Ou alors elles sont vraiment éparpillées dans des bases de données, des fichiers Excel, etc. Même au sein d'un fabricant qui produit des équipements ou autres, c'est un véritable foutoir pour délivrer une donnée technique précise et à jour pour les ingénieurs, les bureaux d'études, etc. Donc c'est du temps de perdu, puisque en fait cette donnée, elle est ressaisie des PDF et une centaine de fois au cours d'un projet. Ou alors la donnée, comme elle n'est pas existante, on va utiliser des valeurs par défaut, donc on va faire des calculs assez génériques qui au final ne nous donnent pas des calculs qui vont nous permettre d'optimiser les performances du bâtiment. Ça produit des erreurs, on a des retours sur chantier, donc c'est énormément de choses qui vont nous bloquer, on parlait des freins, d'aller vers justement des bâtiments qui sont plus durables. Donc nous on s'occupe, notre mission c'est de rendre accessibles ces données de manière simple à tous, en tout cas à tous les logiciels, pour mieux construire. Et donc on s'adresse à majoritairement deux types d'acteurs. Les premiers c'est les fabricants eux-mêmes, qui produisent des équipements, des matériaux, etc. dans la construction. On va leur proposer en fait une plateforme qui leur permet de gérer ces données et donc déjà de gagner du temps et de se synchroniser en interne et en plus de fournir des données qui sont compatibles à notre secteur puisque on a des métiers, voilà, on l'a vu, énormes, plein de métiers, donc il y a plein de logiciels et plein de normes, de réglementations. Donc nous on va ingérer en fait ces normes, ces types de formats spécifiques à l'industrie pour leur permettre de fournir facilement des données qui sont compatibles avec nos formats et nos normes. Et derrière, de diffuser en fait, ces informations de manière fiable. Donc, on parlait de comment on fait évoluer en fait, un peu les mœurs et comment on prend les gens pour les faire avancer et adopter ces outils. Là, j'ai mis un exemple très simple, c'est qu'on a fait une extension pour Excel, parce qu'en fait, nous, ça s'envoie des fichiers Excel chez les fabricants tout le temps. Donc, pour ne pas les changer d'environnement, on peut venir directement collaborer sur les données des produits, mais en utilisant Excel. Donc, je vais choisir mon produit, je vais récupérer ces informations directement, je vais pouvoir les modifier, et puis après, je vais sauvegarder. Et en fait, je vais utiliser Excel qui, en général, est assez complexe, parce que en termes de gestion de version, en termes de... les nommages des colonnes ne sont pas les mêmes pour s'envoyer des fichiers dans tous les sens, c'est chiant. Et donc là, très simplement, on a le bénéfice en fait, d'avoir une base de données versionnée, on va pouvoir comparer les modifications et s'assurer qu'on a une donnée fiable et les renvoyer vers la plateforme sans au final avoir changé d'outil, sans au final avoir changé de process. Voilà. Les deuxièmes acteurs, enfin segments en tout cas d'acteurs à qui on s'adresse, c'est les ingénieries majoritairement avec les architectes et les entreprises de construction. On va leur permettre en fait d'avoir une bibliothèque partagée des composants, de tous les produits ou les composants qu'ils utilisent pour modéliser, pour dessiner, avec les données qui sont associées. Donc, ça va leur permettre en fait d'améliorer leur productivité puisqu'on réutilise d'un projet à l'autre les mêmes composants qui ont été approuvés, éprouvés au fur et à mesure. Voilà, ça peut être n'importe quel type de composant, une centrale d'air, un type de mur, un type d'isolant, et s'assurer derrière que les données qui sont associées, donc vraiment toutes les données techniques, elles sont nommées de la même manière, on va dire de la donnée structurée. Et ça permet en fait de venir réellement exploiter les données d'une maquette numérique. On parle d'IA encore une fois juste après. Aujourd'hui, la majorité des données ne sont pas exploitables dans les maquettes, puisqu'en fait, c'est comme les fichiers Excel de tout le monde qui s'envoient, c'est un bordel. Personne ne nomme les choses de la même manière, donc on ne va pas être capable d'exploiter correctement ces données. Et puis ça permet, quand on a déjà une base de travail, avec déjà une bibliothèque validée, etc., d'embarquer plus de monde aussi avec nous, puisqu'il suffit de piocher dedans, il n'y a pas besoin de réapprendre et de refaire énormément d'opérations pour utiliser ces composants au quotidien. Donc on va vers une réutilisation au maximum des composants. Juste un petit exemple très rapide, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on insère aujourd'hui via des plugins. Via des plugins directement dans les logiciels métiers. Donc par exemple, là c'est le logiciel Revit pour faire du BIM. On a tout de suite accès à sa bibliothèque.
On vient rechercher les composants qu'on a besoin. Ça, c'est partagé à travers toutes les équipes, tous les projets. Donc, on standardise en fait notre approche. Et voilà, c'est très facile. On prépare les données qu'on va venir insérer directement dans les maquettes. Et c'est tout. J'ai fini. C'est pas mal, en vrai. Vous allez faire court. Voilà. Donc, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en voir après. Ou maintenant. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Tu veux passer, Benjamin? Allez, avec plaisir. Allez, hop. Tac. Un peu dépassé. Je vais faire la même chose en attendant peut-être me présenter. GME 21, donc tout récent, et je suis le cofondateur de Revali. Travailler sur de la gestion de réemploi et accompagner les entreprises de construction dans leur démarche durable, on va dire. Tu fais un petit contrôle à L, je crois que c'est. Les raccourcis par cœur, il y a la latence, il y a un décalage entre les deux écrans. Non, même pas. Là, c'est long. C'est comment? Ouais. Vas-y, recommence. Comme ça. Non, tu peux. Il veut pas. Ouais, C'est pas les pour du digital. Ok, on va faire comme ça. Vas-y, je peux l'ouvrir. Ah, Voilà. Très bien. Alors, 70% des déchets produits en France viennent du monde de la construction, et on sait aussi que 25% des émissions de CO2 émises en France viennent du monde de la construction. De là a découlé plusieurs lois qui sont censées, en tout cas supposées, accélérer le secteur de la construction pour tenter de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. On a la RE 2020 qui fixe des objectifs pour diminuer et réduire l'empreinte carbone des bâtiments, mais on a aussi la loi AGEC qui vient apporter des objectifs d'augmentation de matériaux qui soient recyclés ou réemployés dans la conception. Et donc de cette base-là, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises n'étaient pas forcément formées, que ce soit sur leurs accompagnements pour trouver des matériaux de réemploi. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Revali. L'objectif de Revali, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans les démarches de réemploi. Et donc, concrètement, en fait, ce qu'on a retenu des besoins des entreprises de construction, la première chose, c'est forcément de trouver des matériaux de qualité. On cherche des matériaux pour construire, mais on veut construire de la même qualité, mais avec... donc, comment faire mieux avec moins, on va dire. Trouver aussi donc, des matériaux en quantité, parce que faire du réemploi sur quelques mètres carrés, ça n'a pas vraiment de sens, finalement, sur l'approche. Et évidemment, gagner du temps pour essayer d'atteindre les objectifs fixés. Et donc, sur toute cette base-là, nous, on s'est fixé plusieurs objectifs. Et donc, comment on fonctionne chez Revali? On est un intermédiaire. Un intermédiaire entre qui? Entre les entreprises de construction d'une part et des fournisseurs de matériaux. Et donc, en fait, on va travailler sur deux activités. La première, lorsqu'on a des matériaux, vous voyez en haut à gauche, en fait, on va éviter de les envoyer, lorsqu'ils sont déposés, éviter de les envoyer en déchetterie et les envoyer en fait vers des acteurs spécialisés capables de les stocker, les reconditionner, en vue d'être réemployés sur un autre chantier. Et donc, nous, on gère toute cette partie-là du site de déconstruction vers ces acteurs, mais évidemment, on agit aussi pour que ces matériaux-là retournent sur un autre chantier. Et donc, on travaille sur cette intermédiation entre ces acteurs pour faciliter et accélérer le réemploi. Et donc, concrètement, on travaille finalement sur plusieurs aspects, donc on a plusieurs offres. On va dire qu'on vient juste accompagner et mettre en relation les acteurs qui ont des matériaux sur du réemploi, mais on peut aussi travailler vraiment comme une société de conseil sur l'accompagnement, sur le sourcing complet de tous les lots de réemploi, jusqu'à la livraison des matériaux, mais aussi sur l'ACV des bâtiments. Et donc de tout ça, en fait, on a apporté des solutions digitales et numériques pour faciliter cette démarche. Donc pour tout ce qui est sourcing de matériaux, on a développé une marketplace où sont référencés en fait les gisements de réemploi dont on a identifié de manière assez constante.
Qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, des matériaux du second œuvre, globalement, donc de la moquette, du faux plafond, du faux plancher, des sanitaires, des lavabos, des portes, des fenêtres. En fait, tout élément qui peuvent être déposés plutôt facilement et ensuite être réemployés. On a aussi des éléments du second œuvre, on travaille avec des acteurs qui réalisent du réemploi sur des profilés métalliques, notamment. Et donc, cette première partie sur du digital, mais aussi sur un accompagnement, on vient apporter des formulaires vraiment beaucoup plus simples pour lister les besoins des matériaux sur les chantiers. Et ensuite, on a développé des outils pour digitaliser et sortir en fait des Excel qu'on peut apporter aux entreprises de construction avec les matériaux souhaités, les gisements, les caractéristiques techniques, les quantités et les prix des fournisseurs vraiment spécifiques sur du réemploi. Et donc en fait, en faisant ça, on apporte et on vient se rajouter, c'est ce qu'on disait, aux pratiques qui sont déjà existantes, mais sur quelque chose qui est nouveau, la décarbonation, sur des matériaux de réemploi. L'idée aussi derrière, c'est de pouvoir un peu plus contrôler les économies carbone réalisées, parce que c'est vrai qu'acheter des matériaux, c'est bien, mais pouvoir aussi déterminer quelles économies sont réalisées à la suite d'achat de matériaux de réemploi. Et donc nous aussi, on peut fournir toutes ces informations-là sur la démarche durable que l'entreprise veut adopter avec Revaly. En quoi, Pour le moment, pardon, tu oui. peux revenir, en quoi vous faites faire des économies? Je ne comprends pas votre transparence. Alors, aujourd'hui, on fait réaliser des économies sur de l'économie carbone, mais aussi monétaire. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des matériaux qui sont déposés une première fois, puis après reposés. Donc, on est moins cher que du neuf sur certains types de matériaux et apporter non seulement une économie carbone, mais aussi une économie monétaire sur l'achat de matériaux de seconde main. Ça veut dire que, explique-nous le transparent là, parce qu'il y a encore un truc que je n'ai pas compris. Mais... Donc, tu fournis 2500 m² de dalles de faux plafond. C'est un exemple, mais en fait, on est généralement sur certains types de matériaux 20 à 30% moins cher que des matériaux neufs. D'accord, donc ils achètent, tu ne le revends pas 9 €, mais tu le revends 7 €. Quoi. Exactement, exactement. Et donc tu fais gagner 7500 €. Exactement. Okay. Et donc on essaie de travailler avec rien ça m'énerve. Et du coup, ça ne fait pas gagner en émissions de carbone. Si, parce qu'on travaille avec des matériaux qui ont déjà eu un premier usage et en fait, comment c'est calculé? Ils ont déjà été utilisés. Exactement, on travaille notamment uniquement avec des matériaux qui ont eu un premier usage et qui permettent de réduire du coup les émissions de CO2. D'accord. Et quelle est la garantie des fabricants? Quelle garantie apporte-t-elle aux entreprises vis-à-vis de leur décennale, par exemple? Très bien. En fait, on a des acteurs qui justement récupèrent des matériaux et ensuite, après, effectuent des tests pour garantir les matériaux de la même manière qu'on a des garanties avec du neuf. Et donc, en fait, ce sont les mêmes... Ils sont retestés, exactement. reconditionnés. En fait. Exactement. Il y a certains matériaux qui sont complètement reconditionnés. Après, on travaille avec des matériaux du second œuvre, donc qui demandent aussi moins de justificatifs sur toute la partie technique, on va dire. Du coup, pour terminer et pour avoir un peu plus de recul sur comment essayer d'accélérer le réemploi, l'idée c'est de faire évoluer un peu les réglementations et d'imposer un peu plus de part de réemploi dans les projets. Ce qu'on a retenu en fait des premières expériences, c'est que se faire accompagner, ça fait gagner du temps et ça permet de sous-traiter les actions au réemploi, ça permet de réellement passer à l'action et d'avoir des résultats opérationnels. Maîtriser l'équation économique, on en parlait, l'idée c'est d'essayer de cibler des flux qui sont plus faciles pour débuter sur du réemploi. Et enfin, on a des actions qui sont volontaires des acteurs de projet qui permettent de former et d'initier aux nouvelles bonnes pratiques. Donc pour conclure, l'idée est construire finalement un monde meilleur, c'est construire finalement avec les bons matériaux, les bonnes envies, mais aussi les bonnes personnes. Et donc voilà, si vous avez des questions et maintenant ou par la suite, pour parler de réemploi. Nos clients. Alors, on a différents types de clients. On travaille directement avec des entreprises de construction, des directions d'achat ou aussi des conducteurs de travaux sur l'achat directement. On travaille aussi avec des architectes sur toute la partie projet en amont pour le sourcing et l'évaluation des méthodes de réemploi. Et en fait, on se rend compte qu'on travaille aussi avec des maîtres d'ouvrage sur toute la partie de la dépose. Donc en fait, on travaille aussi, comme on le disait, avec une multitude d'acteurs et on essaye d'apporter des solutions vraiment opérationnelles sur le terrain pour passer à l'action au niveau du réemploi. Et est-ce que les données Revaly pourraient intéresser Bimenco? Potentiellement, oui. En fait, on se rend compte qu'il y a un réel besoin sur la traçabilité.
de pouvoir dire très bien, on a acheté ces matériaux-là, mais en fait ils ont eu une première vie et ensuite peut-être qu'ils auront aussi une seconde vie s'ils sont déposés. Donc comment aussi justifier le réemploi, c'est vraiment des problématiques qu'on est en train de soulever, et aussi en fait on voit que la structure et le marché du réemploi est en train de se développer. C'est des choses qui sont assez récentes, les acteurs sont en train de se mettre en place, et donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de se positionner sur ce marché. S'il y a réemploi, ça veut dire que le premier, la première entreprise qui a commandé trop? Non, pas du tout, pas forcément. Quand on parle de réemploi, c'est vraiment des matériaux qui ont eu un premier usage, une porte ici ou une fenêtre qui a été posée pendant 5-10 ans et qui, pour des travaux, pour quelques raisons, est déposée. Au lieu de les envoyer à la benne, on les repose sur un autre chantier. D'accord. Mais pour le même usage. D'accord. Oui. Au niveau des stocks, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes des fois? Parce que par exemple, du coup, cette porte, elle peut être d'un modèle plus ancien, peut-être un chantier, on aura besoin de plusieurs. Oui, c'est ça. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs qui vont récupérer les mêmes types de portes et pouvoir un peu généraliser les matériaux qui seront disponibles. Ça demande forcément plus de flexibilité du côté de la maîtrise d'ouvrage ou des architectes, d'insérer sur des projets des matériaux de réemploi quand on trouve la quantité. Et en fait, on se rend compte que si on n'a peut-être pas tout qui est uniforme sur la partie du projet, c'est aussi challengeant, et c'est aussi ce qu'on essaye d'apporter avec le réemploi chez Revalis. Il faut que les données soient disponibles le plus en amont possible. Oui, c'est ça. Et on se rend compte que plus le réemploi est anticipé sur une phase de projet, plus les chances de réussite sur les lots sont intéressantes. Vous existez depuis combien de temps? Allez-y. Oui. Vous avez créé votre entreprise? Ça fait 1 an qu'on est lancé, on a commercialisé, ça fait 1 an que j'ai lancé le projet en option entrepreneuriale ESTP. Donc ça fait, on a nos premiers clients depuis la fin d'année, et on traite sur des chantiers avec Vinci, Eiffage, Bouygues, sur de l'achat, sur de la dépose, et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Oui. Qui sont les acteurs de réemploi? En fait, il y en a plusieurs qui collectent. En fait, c'est un peu très disparate. On a des entrepreneurs qui en fait récupèrent des matériaux et qui vont les stocker et puis un peu les reconditionner. On a des industriels qui commencent à se mettre à la page et qui décident de développer des chaînes de production, en tout cas de reconditionnement, typiquement sur des portes qui vont récupérer, et ce qui permet en fait d'avoir un modèle uniforme, ce qui est intéressant pour les entreprises de construction. Et donc on a aussi des acteurs qui vont faire des matériothèques, c'est un peu comme ça qu'ils les appellent, et donc nous vraiment on essaye de les accompagner sur toute leur partie digitale aussi, ces acteurs, pour essayer de référencer et de mapper de manière très générale sur le territoire français les matériaux qui sont disponibles. Donc en fait on vient vraiment faire gagner du temps aux entreprises sur tout ce sourcing. Et vous êtes combien? On est 2, il y a mon associé qui est juste là, Ethan. D'accord. Et vous êtes tous les deux équipés? Non, seulement moi. D'accord. Personne n'est parfait, Nathalie. Je suis vraiment désolé, pour tenir le timing, on va devoir enchaîner. Par contre, on a un moment d'échange juste après, si vous avez... Allez, une petite dernière, parce que je sens qu'elle doit venir. Non, mais ça peut attendre, c'est pas grave. Ouais. Je voulais juste savoir, le marché aujourd'hui, c'est combien? C'est 1%, 0,1%? Ça me paraît vraiment, sur les second œuvre, le matériau de second œuvre, ça me paraît encore très... Aujourd'hui, c'est difficile d'estimer le marché de la quantité des matériaux qui peuvent être déposés et récupérés. Je dirais qu'il y a des objectifs qui ont été fixés par des organismes, des éco-organismes pour le réemploi. Des objectifs aujourd'hui pour 2025 de 1% de part de matériaux de réemploi en masse sur les chantiers. Donc, c'est pas beaucoup. Oui, 1% en masse des matériaux. C'est comme le plus lourd. Exactement, donc c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, en fait, le vrai enjeu, c'est de pouvoir apporter... pourquoi on utilise du réemploi? C'est parce qu'on veut diminuer l'empreinte carbone des bâtiments. Il y a des quotas carbone par mètre carré construit. Aujourd'hui, ils ne sont pas très restrictifs, on ne va pas se mentir, mais pour 2027, 2028 et 2030, les seuils vont être de plus en plus dégressifs, et il va falloir trouver des astuces, soit des matériaux biosourcés, soit des matériaux de réemploi. Donc on est aussi un peu en amont sur ce marché, c'est quelque chose qui va se développer, et donc on est en train de mapper un peu tous les acteurs et accompagner les premières entreprises sur leur première mission. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. C'est au plaisir de répondre aux autres questions ensuite. Là on va enchaîner avec un univers très différent, le planning de chantier, avec Alice. Johan.
comment? C'est de changer la caméra. C'était un PDF? C'est un PowerPoint. C'est bon, on fait des pages dans l'école. C'est positif. Impeccable, super. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, Yohan Kuna, TP 2009. Pas rêver maintenant, côté de vous. Merci de m'avoir invité hier. Alors, contrairement aux précédents qui ont présenté, je n'ai pas fondé Alice Technologies. Je suis simplement salarié d'Alice Technologies depuis un an passé, mais je pratique l'outil Alice depuis mi-2020 et je vais vous présenter en fait pourquoi, de fil en aiguille, je suis arrivé jusque-là. Très brièvement, quelques chiffres. Alice Technologies a été créé en 2013 à Stanford par donc son fondateur René Morcos, lors de son doctorat. Aujourd'hui, on a 4 sièges dans le monde, le siège principal étant à San Francisco, le siège Europe étant à Prague, on a des bureaux à Londres et un dernier siège à Pune en Inde. On est encore, entre guillemets, non, clairement au statut de start-up. On est un peu moins de 80 collaborateurs à travers le monde, mais on couvre toutes les zones géographiques et tous les fuseaux horaires. Un point sur lequel, enfin, une des motivations premières d'Alice, c'est clairement de remettre en cause la méthode du chemin critique pour aller droit au but, parce qu'on est convaincu que un planning c'est déterministe, hein, donc on explore quelques scénarios, on se focalise sur des chemins critiques définis, déterministes, et on est convaincu que si on avait un outil, quelque chose qui nous permettait d'explorer tous les chemins gris qu'on voit à l'écran, on serait plus convaincu et confiant dans les décisions que l'on prendrait. Et c'est la raison pour laquelle on a créé donc le premier simulateur de construction générative, parce qu'on est convaincu que donc, cette approche-là peut répondre à l'ambition que l'on partage avec tous nos clients et nos partenaires, c'est simplement de construire mieux. Et Alice, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que c'est? On va dire il y a 2 étapes essentielles, voire 3, voire une, ça va dépendre. On va partir d'un modèle. Le modèle, on va considérer que c'est votre projet, avec l'ensemble de ses contraintes. Ça peut être des ressources, des main-d'œuvre, des jalons de projet, ça peut être des matériaux, des séquences types obligatoires imposées par le métier ou les métiers. On a ensuite Alice qui intervient, qui va digérer toutes ces contraintes et qui va vous présenter, non pas la meilleure solution, mais toutes les solutions possibles. C'est-à-dire que si je reviens sur cette image-là, en fait, quand vous appuyez sur le bouton, Alice va explorer tous les ordonnancements. En moyenne, on est sur du 6 millions de séquences analysées par recherche de solutions. Au niveau du processus, très simple, plutôt basique même. Première étape, on vient venir construire un modèle qui va représenter votre projet, qui va vous permettre, et nous permettre, de visualiser les flux du projet, à la fois spatiaux et temporels, avec des diagrammes conceptuels. Si vous avez un modèle BIM existant, on peut l'importer. Si vous n'en avez pas, on peut travailler sur des logigrammes. Ensuite, on va implémenter, une fois qu'on a notre matière première de réflexion et d'analyse, d'exploration, on va venir définir les règles du jeu. Quelles sont nos séquences clés, nos séquences logiques, de quoi a-t-on besoin? Et dans nos ingrédients, ça peut être de la main-d'œuvre, ça peut être des équipements, des matériaux, des métadatas. Parfois, on vient utiliser de la métadata essentiellement pour les cadences de production, parce qu'on peut demander à Alice, non pas, soit on définit une durée fixe dans nos activités, comme dans un planning standard, Microsoft Project ou Primavera P6, ou bien on dit à Alice, définis-moi les durées d'activité de chacune des tâches. Exemple, j'ai 15 poteaux, j'ai 150 poteaux, j'ai 2000 poteaux à construire, ils ont tous des tailles différentes. J'ai ma cadence de production au mètre cube à l'heure ou à la hauteur des poteaux, peu importe. On va utiliser cette même règle et réutiliser des propriétés définies par les utilisateurs
de manière à ce que chacune des tâches soit différente, mais propre à chacune des parties d'ouvrage du projet. Et en troisième étape, Alice va présenter l'ensemble des scénarios qu'elle a déterminés réalistes, possibles, et qui respectent l'ensemble des contraintes. Ou si jamais certaines contraintes ne sont pas respectées, on verra les deltas. Les solutions apparaissent dans un graphe assez simple, où on aura en abscisse la durée globale de chaque solution, on leur donner le coût global de chaque solution. Je répète, chaque point est une solution possible. Et en fait, dans cette page qu'on appelle l'Explore Page, on va pouvoir venir lancer des what if scénarios, des scénarios ici. En quelques secondes, on aura les analyses et les résultats. On peut venir faire varier chacun des paramètres qui a été mis en données d'entrée du projet, n'importe lesquels. Et alors, bien évidemment, on va généralement chercher le point le plus en bas à gauche, la solution la plus courte, la moins chère. N'en demeure pas moins que si vous avez beaucoup de jalons intermédiaires sur votre projet, ça peut être intéressant en fonction du niveau de marge que vous voulez dégager sur des jalons intermédiaires, d'aller comparer et analyser les autres solutions qui ont été trouvées comme faisables par Alice. Chaque point est un planning ressourcé avec, donc si vous avez implémenté un modèle 3D, vous avez un modèle 4D qui évolue en temps réel avec le Gantt, et je dirais même en 5D, parce qu'en fonction des données que vous avez renseignées, vous avez également le cost over time. Et dans cette partie-là, on a toutes les courbes de charge qui sont associées à la fois à la main-d'œuvre, aux équipements, aux matériaux, aux grues, s'il y en a. Et tout est. Vous pouvez exporter le planning vers P6 sur Oracle ou Microsoft Project. Toutes les courbes de charge sont exportables en fichier Excel ou CSV et réutilisables au besoin, peut-être dans un Power BI ou un autre outil de dashboard. Alice peut être utilisée à toutes les phases du cycle de vie des projets, en appel d'offres, en préconstruction ou en exécution. Ce qu'on appelle préconstruction, c'est on a passé la phase d'étude, voilà, on est à 2 pas de démarrer les travaux, on est un peu plus proche de la réalité au niveau des données d'entrée disponibles, que ce soit les ressources, le temps réel imparti ou de nouvelles contraintes de projet par exemple. Au niveau des indicateurs clés concernant Alice, aujourd'hui on a comptabilisé un peu plus de 35 milliards de dollars optimisés avec Alice, et en moyenne sur nos projets, les réductions de durée sont de l'ordre de 17%, les réductions des coûts de main-d'œuvre de 14% et les réductions des coûts d'équipement de 12%. Si on se recentre au niveau Europe, Moyen-Orient, Afrique, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 2 choses. Sur la partie de droite, là, on a fait une analyse comparative entre la marge initiale estimée du projet et la marge qu'ils ont pu réaliser avec Alice sur différentes typologies de projets. Et sur la gauche, plus une approche retour sur investissement, return on investment, et l'augmentation moyenne de la marge par trimestre, tous secteurs confondus. Évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, le plus difficile c'est l'effort quand c'est un nouveau produit. Après, une fois que c'est adopté, généralement ça se déploie assez facilement. Une dernière nouveauté qui a été issue cette année, en février-mars, c'est Alice Core. Donc ce que je vous ai présenté, il s'agit de Alice Pro, où on vient charger un modèle. Donc si on n'en a pas, on peut, je le répète, on peut travailler en diagramme logique, en logigramme. Mais ce qu'on a déployé récemment, c'est le Alice Core, où en fait, au lieu de repartir d'une implémentation de projet, je dirais, collaborative avec les acteurs depuis le début, si le projet ou le client a d'ores et déjà un planning qu'il considère fiable et robuste et qui veut optimiser directement ce planning-là, c'est la nouvelle version qu'on a sortie. On s'affranchit de toute la phase d'implémentation. On va directement simuler et optimiser à partir d'un planning déjà construit et existant. On va dire hyper court, je me suis arrêté là. Et voilà, je reviendrai. À quelques minutes près, tu es dans le timing. Merci. Merci.
sais pas si derrière il y a des questions pour Johan. Après, il y en a après moi qui doivent passer. Oui, tout à fait. Alors, je prendrai la question après. On va aller sur un autre univers avec Mathieu, sur les travaux pour les particuliers. Je pitch super mal. Trop bien, mais merci beaucoup. Bah, ça y est, super bien. Ben voilà, on a fait hyper bien. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Faut que je l'embauche. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient EMEA? Peut-être travaux libres du coup. Bon. Cool, personne ne connaît, c'est parfait. C'est bon, tout le monde voit bien, tout le monde entend bien. Ok, let's go. Donc moi j'ai pris un cas, je vous fais la petite présentation rapide, mais le but c'est qu'on rentre plutôt dans les sujets. J'ai fait le cas d'usage sur la rénovation énergétique. Donc grosso modo, EMEA c'est quoi? EMEA, donc le constat, nous on a lancé EMEA en 2015, donc moi je suis B 2014, donc grosso modo 6-9 mois après j'avais lancé la boîte. Le constat de départ, c'est aujourd'hui quand on veut faire des travaux de rénovation, on ne sait jamais à qui s'adresser, on ne sait pas combien ça coûte, et grosso modo c'est quand même un vaste bordel, et on prie un petit peu pour que ça se passe correctement. Donc c'était ça, c'était le pitch d'il y a 9 ans, c'est toujours le pitch, et en plus on a rajouté une autre épaisseur de complexité administrative, avec toutes les aides d'État, tous les sujets qui changent tout le temps sur les DPE, les éco-rénovations, est-ce que ce sera du monogeste, du multigeste, ça devient un truc un peu fou, et en fait il faut un diplôme juste spécifique là-dessus. Donc le pitch c'est ça. Donc nous on a créé une plateforme qui accompagne les travaux, qui accompagne les particuliers sur les travaux de rénovation. Donc si typiquement vous avez besoin de rénover votre appartement, votre maison, on vous prend par la main, donc depuis la phase conception, donc typiquement plan 2D, plan 3D, combien va coûter votre projet. Donc le but c'est vraiment de vous accompagner, et donc ça c'est une démo produit que je vais vous expliquer. Sélection, consultation des entreprises, et après suivi de chantier. Donc tout ça, on n'est pas sur des gros projets, on est sur du diffus, du résidentiel, et sur un panier moyen de 50 000 €. Donc on est assez loin des plusieurs millions de Bouygues ou sur lesquels il y a de la R&D. Là on est vraiment sur du diffus, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que factuellement les particuliers ont tous besoin d'être accompagnés, parce qu'en fait c'est un métier, donc chef de projet, nous c'est ce qu'on appelle, c'est chef de projet, être accompagné de A à Z, et toutes les informations dont vous avez besoin au bon moment pour prendre les bonnes décisions sur votre projet, en fait c'est quand même assez compliqué. Donc le but c'est comment une plateforme, elle accompagne, elle sécurise, elle simplifie, et on prend vraiment par la main sur chacune des étapes du projet de rénovation. Voilà, EMEA, donc ça c'est la partie particulier, et il y a une partie entreprise, puisque en fait, tout le travail qu'on fait côté entrepreneur, il sert côté particulier et vice versa. Avec quelques chiffres, on a fait un peu plus, donc le stade il commence à dater un peu, on a fait en quasiment 5000 chantiers maintenant, là en 2024. On est 70 employés en CDI, on est un peu plus de 40-45 en indépendant. On est une petite centaine, un peu plus maintenant, on couvre partout en France. On a levé un peu plus de 15 millions d'euros depuis la création, et donc il y a énormément de sujets hyper intéressants que je vais vous dévoiler. Et tac, donc j'ai pris le prétexte, c'était l'offre rénovation énergétique, mais en fait ce qui va nous intéresser, c'est comment, sur un jeu hyper simple qui est, je ne sais pas si vous avez des appartements passoires énergétiques, est-ce qu'il y a des investisseurs ici dans la salle qui ont des biens G+, là, qui vont sortir 1er janvier 2025? Parfait, merci. Je savais que je ne visais pas trop loin, a priori, c'est plutôt la bonne cible ici. Donc le but c'est de dire, ok, comment à partir d'un audit réglementaire et ou DPE, quels sont les travaux qui sont recommandés pour pouvoir gagner 1, 2 ou 3 lettres? Quelles sont les garanties que je peux avoir pour gagner ces lettres effectives? Donc avec tous les sujets de contrôle de qualité des travaux, indépendamment de l'expérience en tant que telle, sur la qualité des travaux réalisés. Quels sont les travaux? Quelle est toute l'ingénierie financière que je peux avoir avec les aides? Alors c'est un bordel absolu, parce que c'est en train de changer là. Il y a énormément de lobbying FFB, CAPEB, mais je passerai sur ces sujets-là. Et après, il y a tout le sujet du financement. Donc, quel est le financement avec le reste à charge, les aides, comment j'optimise mes travaux, quels sont mes enjeux, etc., etc. Donc, le but, c'est de dire comment, un truc qui est assez simple, que je fais des travaux dans une passoire que je dois louer en 2025, que je dois continuer à louer. En fait, tout le sujet, et c'est une terreur, et là, déjà, normalement, il y a 50% des gens normaux qui se sont dit, voilà, finalement, je vais arrêter. Je sais pas si ça résonne ou pas, mais donc ça, c'est le pitch. Nous, on a des gens tous les jours. Je vous passe celui-là parce que je vais essayer de respecter le timing qui est de x2, j'ai bien remarqué. Mais grosso modo, c'est ce qu'on est capable de proposer, c'est vraiment un accompagnement, c'est de l'ingénierie financière, c'est pas de dire juste je vais faire du monolo sur de l'isolation ou de la pompe à chaleur, c'est je prends par la main, j'arrive avec un bien d'entrée, qui est G+, ceux qui vont sortir du parc, et comment je garantis 2 lettres ou 3 lettres, et avec tous les éléments. Donc il y a les aides, donc les aides C2E, ma prime rénov, mais il y a aussi donc la rentabilité, la valeur verte, qu'est-ce que je vais gagner, le fait que si vous louez plus, il y a une perte de loyer. Donc en fait, comment j'arrête et je communique sur un loyer, sur un financement qui est à 300, 400, 500 € par mois, plutôt que de dire en fait vous allez avoir 30 000 ou 40 000 € de travaux.
Il y a un exemple que je donne un peu toujours, mais qui est hyper parlant, c'est les bagnoles. Et en fait, il y a 10-15 ans, on parlait tous de voitures qui coûtaient 10, 15, 20, 30, 40 000 euros. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune pub sur ces montants-là. Ce n'est que du leasing ou de la mensualisation. Et je pense que ce switch-là, cette lame de fond, elle va faire que exploser, parce qu'il y a un vrai enjeu de financement des travaux, et en fait, il y a une telle complexité que le but, c'est qu'il va y avoir d'avoir des plateformes, parce qu'en fait, complexité égale administratif, et en fait, il doit y avoir des plateformes qui vont être capables de scaler, d'industrialiser, de simplifier tous ces process métiers, qui ont en fait aucune valeur ajoutée sur je veux que mon appartement il soit beau et il soit confort à vivre. Mais en fait, on est en train de rajouter énormément de complexité. Et ça, le digital permet de le simplifier parce qu'en fait, c'est beaucoup de knowledge, mais fondamentalement, on ne fait pas de l'AI. Moi, je dis, chez EMEA, on ne fait pas d'AI, on n'en va pas diffuser. C'est juste, on prend des règles métiers, on va avoir une centaine de règles métiers. Et en fait, comment on les simplifie, comment on les cadre et en fait, comment on optimise le résultat. J'aime beaucoup, j'ai découvert Alice. En fait, on fait Alice, mais en version très simple, mais finalement, qui a déjà beaucoup de valeur. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je parle vite pour quand même respecter le timing, mais c'est vrai, j'ai perdu personne. Cool. Donc nous, on a deux outils principaux. Alors, j'avais pas prévu de faire de démo, mais je vais vous expliquer. Donc, les deux formes. Donc nous, on a une marketplace qui accompagne les particuliers. Donc encore une fois, on a la valeur côté client et la valeur côté entrepreneur. Nos clients, c'est à la fois le client particulier qui souhaite faire ses travaux, mais c'est aussi l'entrepreneur de qualité sur lequel je dois optimiser sa marge, je dois lui permettre de voir sa famille et je veux qu'il soit content de bosser avec EMEA. Bien garder en tête, on est vraiment marketplace et il nous faut à la fois des entrepreneurs de qualité et à la fois des clients. Et souvent sur ce marché-là, les entrepreneurs de qualité disponibles sont beaucoup plus compliqués à trouver que les clients. Ça permet juste de se rappeler dans quel monde, et c'est intéressant de bien voir, c'est la même montagne, mais c'est quand même des acteurs qui sont aussi importants. Et donc nous, on a développé deux outils qui sont uniques sur le marché. Le premier, c'est le logiciel de vie. Alors c'est très simple dit comme ça, mais grosso modo, c'est beaucoup plus qu'un logiciel de vie, c'est un configurateur. Grosso modo, vous voulez rénover votre appartement, votre maison, on va dérouler avec un système d'étagères, donc un système de tiroirs, les questions que l'entrepreneur ou l'architecte viendrait et vous poserait. Typiquement, vous voulez rénover votre salle de bain, il y a une vingtaine de questions. Donc, en fait, c'est vraiment un livre. En fait, la magie, c'est que les questions vont arriver en fonction de votre besoin et de votre, la précision que vous avez sur votre chantier. Et donc, au fur et à mesure, en fait, on va me prendre par la main, on va poser les questions, mais en fait, exactement ce qui se passerait si un entrepreneur il venait et il vous posait les questions pour rénover votre appartement. Et donc, ça devient un truc à tiroir. Au final, on a une centaine, 120 questions. Et en fait, en un quart d'heure, 20 minutes, je suis capable de vous sortir un prix, un devis contractuel engagé à 15%, qui fait à peu près 8 pages ou 9 pages de devis. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on a créé. C'est très imparfait, parce qu'en fait, il y a plein de complexités sur les stocks, il y a plein de complexités sur la localité, sur la main-d'œuvre. Mais en fait, on est capable, chez EMEA, de faire un devis de 50 000 € en grosso modo un quart d'heure. Et ça, c'est un truc qui, moi, ça me paraît évident aujourd'hui. Mais en fait, vous allez voir, bon courage, demandez à vos amis et à vos copains, vous ne trouverez pas. Et donc, c'est un truc sur mesure, sur lequel il y a toutes les règles de calcul, sur lequel on va avoir tous les matériaux qui sont intégrés, sur lequel il y a de la prescription. Et donc, ce devis, c'est le point d'entrée pour une expérience qui est plus simple, qui est plus agréable. Et en fait, ça paraît une évidence. En fait, pour moi, 2024, on commande nos trucs sur Amazon et en fait, ça paraît évident que ça arrive demain. Aujourd'hui, sur le marché, c'est absolument pas la norme. Et en général, vous allez attendre 1 semaine, 2 semaines pour récupérer un devis. En fait, ce truc-là, chez EMEA, c'est une proposition de valeur, c'est comment on est réactif et comment on fait un truc vraiment sur mesure. Parce que souvent, les devis des entrepreneurs, c'est du copier-coller entre un Excel A et un Excel B, sur lequel on ne veut pas trop changer les trucs. Parce qu'en fait, tout le temps que je passe, j'ai tellement une probabilité que je perde mon temps auprès du client, parce que le client, il n'est pas cadré, il n'est pas structuré, il va me faire perdre un temps de fou, il va me faire venir 2 fois. Avec tout ce temps-là que je vais gagner, moi, EMEA, plateforme, pour côté particulier, parce que le particulier, il s'amuse, il peut le faire soit avec un chef de projet, soit en ligne. En fait, l'entrepreneur, quand il arrive chez le client, déjà, il est beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré. Le projet, en fait, à 90%, il est déjà structuré. Et donc, quand l'entrepreneur il se déplace, il va valoriser son expertise, mais en fait, il ne va pas perdre du temps commercialement. Et donc, on devient un assistant administratif commercial pour les entrepreneurs du bâtiment. Et donc ça, ce qui est très intéressant, et j'adore moi, le parallèle avec les voitures, quand vous achetez une bagnole, vous avez 40 pages ou 30 pages de CGV. Et je vous invite à faire un devis travaux. Vous allez voir, si vous avez déjà 8 pages pour un devis à 50 000 €, c'est cool. Vous allez voir, vous avez 1 page de CGV. Et en fait, c'est hallucinant comme ce marché-là n'a rien industrialisé. Et en fait, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune protection. Et donc, les informations d'un devis, en fait, tout est prêt à changer. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va arriver par le devis. Donc, la porte d'entrée, c'est le devis. C'est en fait le contrat entre un particulier et un entrepreneur. Et en fait, le devis va devenir une shopping list.
Donc en fait, à partir, vous extrayez à partir des les devis tous les éléments de mise en œuvre, produits d'équipement, de fourniture. Ça va devenir un bon de commande, ça va devenir un planning de chantier, et ce qui va permettre d'arriver au deuxième point qui est l'énorme sujet, qui est la gestion des flux financiers. Donc c'est comment en fait à partir d'un devis, vous commencez à avoir un diagramme Gantt qui est généré automatiquement en fonction du devis qui a été réalisé, et donc en fait vous êtes capable de faire des paiements à l'avancement. Et là on s'est pris en 2023 une année qui est quand même particulièrement horrible pour les entrepreneurs de bâtiment, plus de 40% de défaillance VS l'année dernière, donc il y a beaucoup de boîtes qui faisaient la trésorerie d'un chantier A sur un chantier B. Et donc, comment on évite les problèmes? Chez Aimant, on gère entre 400 et 500 chantiers tous les mois en parallèle. Et donc, on a un sujet qui, statistiquement, même si on a 97% de satisfaction, on a quand même 3% de défauts. Et donc, ça veut dire que comment je gère ces 3% de problèmes? At scale, en fait, ça commence à être un vrai problème parce que ça fait quand même 15 chantiers qui merdent tous les mois. C'est énorme. Enfin, chez Aimant, c'est énorme. Mais en fait, on est déjà 10 fois meilleur que le marché. Les stats du marché, c'est 50% de chantiers qui se passent mal et 67% qui ont des problèmes de qualité, prix, délai, grosso modo le triptyque. Et donc la question, c'est comment la techno, elle permet de cadrer, de structurer cette partie-là. Et donc la gestion des flux financiers associée à un planning de chantier. Je vais libérer l'argent côté donc le particulier à un compte séquestre. Je vais libérer l'argent directement à l'entrepreneur. Et donc il y a un système de double validation. Donc l'entrepreneur est obligé de faire l'avancement de chantier. Encore une fois, faire un planning, tous les ingénieurs qui sont dans cette salle se rendent compte que en fait, si je fais un planning, j'ai quand même une probabilité beaucoup plus élevée de délivrer on time. Et en fait, les entrepreneurs ne font pas les plannings parce que ça les fait chier, et deux, en fait, ils n'ont pas les outils, ils perdent beaucoup trop de temps. Et donc le fait que les plannings soient associés au paiement financier, comme par hasard, ils font les plannings. Parce que s'ils veulent être payés, il faut qu'ils justifient l'avancement réel. Et donc là, tout notre rôle, c'est là où la magie elle opère, c'est que si l'entrepreneur et le particulier sont d'accord, EMEA n'intervient nulle part. On a fait notre travail de petite fée, on a mis les garde-fous à gauche et à droite, et en fait tout avance. Par contre, si le particulier refuse de payer, ben là on va être capable d'être proactif, d'aller regarder est-ce que le planning est bien avancé, s'il y a des problèmes, et donc on évite les tensions qui peuvent arriver hyper vite. Et donc tout ça permet de dire on a une gestion de projet 2024. Il y a énormément de choses qu'on peut faire encore, mais je voulais vous donner deux exemples très très concrets sur en fait c'est quoi le digital et comment on peut avoir des énormes projets, mais en fait sur un truc très basique de je rénove mon appartement. En fait, c'est ça, une vraie expérience digitale d'accompagnement avec une expérience utilisateur qui est version 2024, quoi. Ok, ça vous va? Alors, 5 minutes, donc maintenant on peut y aller, j'ai encore 5 minutes. Non, j'arrêterai. Je vous ai mis les trucs, mais je pense que c'est pas intéressant, on peut en discuter, après. C'est bon, je vais gagner le temps. Ça vous va? Est-ce que c'était clair? Je suis désolé, je parlais beaucoup trop vite. J'espère que vous avez suivi. Et donc, si vous avez des questions, donc moi c'est Mathieu. Je suis avec grand plaisir pour le partager. Et puis voilà, c'était clair? Ça vous a éveillé un peu le but c'était de vous piquer un peu de votre intérêt sur ce qu'on est capable de faire sur le particulier, sur le truc hyper diffus sur le résidentiel. Si vous avez des travaux à faire. Vous intervenez partout en France. Et maintenant on est dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on n'est pas au fin fond de la Creuse. Mais ouais, dans 95% des. Du coup, on va passer sur un autre sujet. Donc on a vu des sujets très différents. Moi, je me suis dit qu'il y aurait pas mal de slides, donc j'ai fait le choix de ne pas faire de slides, et simplement vous montrer ce qu'on fait et notre produit. Nous, on propose une plateforme de location d'engins de chantier avec ou sans chauffeur partout en France. Donc on existe depuis 2016, on est une cinquantaine, et on a géré des milliers et des milliers de locations avec une approche très tech. Et du coup, on a développé des outils pour bien gérer le sujet. Et cet outil-là, on le met à dispo de grosses sociétés qui ont des gros volumes de location pour les aider et les accompagner à mieux gérer leurs besoins en matériel. Je ne sais pas si vous avez été confronté à la location, mais généralement, lorsqu'on est sur un chantier et qu'on veut louer une pelle ou une nacelle ou un chariot télescope, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'identifier les loueurs qui sont proches du chantier, les appeler pour savoir s'ils ont la dispo, avoir un devis, s'assurer que le prix sur le devis est cohérent avec les contrats cadres qui ont été négociés. Derrière, on doit éditer un bon de commande qu'on envoie au loueur. On se fait livrer avec tout ce qui peut se passer, des retards de livraison ou des problèmes d'information. Et à la fin, on reçoit une facture qui cadre jamais avec le bon de commande parce qu'une location, ça vit. On peut prolonger, on peut raccourcir, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des arrêts de chantier, des pannes. Et tout ça vient modifier la commande initiale. Et du coup, ça devient un bazar administratif. Aujourd'hui, on estime que le coût d'une facture sur la location dans les entreprises est de 74 €. Donc c'est énorme parce qu'il y a un ping-pong entre la compta, le chantier, les fournisseurs pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la location.
Et puis sur tout ce qui est suivi de la qualité des loueurs, des prix, etc., les acheteurs sont souvent à l'aveugle parce que sur la qualité, ils ont une donnée qui sont des questionnaires qui sont envoyés au chantier pour avoir la donnée sur les loueurs. Et sur les prix, ils négocient au mieux les prix sur l'ensemble des catalogues. Donc nous, on offre une solution clé en main. Je ne vais pas vous faire la démo de l'ensemble du produit, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je vous montre la partie mobile pour le chantier, sur comment on peut passer une commande facilement, comment on réceptionne une machine sur un chantier et comment on gère la vie d'une location. Donc, on met entre les mains du chef de chantier et des conducteurs travaux cette application mobile. Et là, on va prendre l'exemple d'une location de Minipay. Donc là, j'ai un moteur de recherche où je vais venir taper le matériel dont j'ai besoin. Je suis désolé, il y a un peu de décalage entre les deux écrans. Et là, on va prendre par exemple une mini-pelle. Ensuite, je sélectionne les options, avec ou sans livraison, avec ou sans chauffeur. Donc on peut louer avec ou sans chauffeur. Et puis les accessoires, godet de curage, BRH, etc. Un peu comme sur Airbnb, je sélectionne les dates d'utilisation. Donc là, on a pris une location qui est à cheval sur un week-end. Donc on demande si le client souhaite utiliser le samedi ou le dimanche. Donc on a coché comme ça, on facture que les jours d'utilisation. Ensuite, on va venir renseigner le chantier. Donc, on a tous les chantiers qui sont déjà paramétrés dans l'outil. Il nous suffit de sélectionner le chantier sur lequel on est et on récupère instantanément les contacts sur site, les contraintes d'accès, les photos, etc. Parce qu'il y a des chantiers qui sont difficiles d'accès. Donc, on donne toutes les informations pour que le loueur puisse réussir sa livraison. Et là, la plateforme va m'afficher tous les loueurs qui sont en contrat cadre à proximité de mon chantier, avec le prix qui a été négocié, qui tient compte de la proximité, donc de la distance, parce qu'il y a des forfaits de transport qui sont dégressifs, de la distance au chantier pour privilégier les loueurs les plus proches, et puis d'un indicateur qualité qui me permet d'estimer qui sont les bons loueurs qui ont un bon niveau de service. Cet indicateur, on le tient via des statistiques comme le taux d'incident, le taux de défaillance, le taux de réactivité, etc. Et ça, on va le voir juste après. Vous intégrez les loueurs pro maintenant? On travaille qu'avec des loueurs pro. Okay. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu les différentes options, donc là, en fait, le chef de chantier a 3 possibilités. Première possibilité, il loue sur 2-3 jours, par exemple, et il sait que la meilleure option, par exemple, c'est FLS, donc il a juste à cocher et cliquer sur réserver, et la location est réservée. Deuxième option, souvent les contrats cadres qui sont négociés sont valables jusqu'à 3 mois. Au-delà, le chantier va essayer de négocier des meilleurs tarifs avec les loueurs. Donc on a la possibilité de lancer une consultation. Dans ce cas-là, on va sélectionner plusieurs loueurs et leur demander un meilleur tarif et avoir une comparaison temps réel. Et enfin, troisième option, souvent on peut louer aussi du matériel dans des régions où on n'a pas de fournisseur. Et du coup, l'application à ce niveau-là autre va venir vous mapper tous les autres loueurs présents dans le secteur pour vous trouver une solution. Donc là, par exemple, je sélectionne 3 loueurs que je consulte. Donc la consultation est envoyée. Je reçois, là, j'ai reçu 2 offres sur l'application. Donc je clique dessus et j'ai le détail des offres qui m'ont été faites avec les réductions de tarifs. Donc le tarif initial et le nouveau tarif. Derrière, je sélectionne l'offre de mon choix que j'accepte et ma réservation est faite. Donc lorsque je n'ai pas à négocier le prix, ça va très très vite. Lorsque je veux lancer un appel d'offres avec de la comparaison, ça va également assez vite. Ensuite, là, on va supposer que la location est faite. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on va réceptionner la machine sur le chantier. Donc la machine va être livrée. Et aujourd'hui, sur le marché, il n'y a quasi personne qui fait des états des lieux, qui va faire un peu comme nous lorsqu'on loue des voitures pour s'assurer qu'en cas de litige ou en cas de refacturation abusive, on a de quoi se défendre. Donc on leur donne la possibilité de faire un état des lieux. Donc il suffit de cliquer sur état des lieux, ajouter les photos. On prend des photos tout autour de la machine et à l'intérieur. Et l'état des lieux est enregistré et communiqué au loueur. Ce qui évite tous les cas de litige, de refacturation, de casse, etc. Voilà. Ensuite, on va rentrer sur la partie intéressante. Parce qu'aujourd'hui, pour louer du matériel, ce que les entreprises utilisent, c'est un outil d'achat pour émettre des bons de commande. Sauf que ces commandes, on ne peut pas les mettre à jour facilement. Ce qui se passe durant une location, c'est que soit on peut modifier la durée, donc prolonger ou raccourcir, soit on peut signaler un événement. Donc un événement, ça peut être un retard de livraison, ça peut être une panne,
ça peut être une casse, ça peut être plein de choses. Donc là, on va prendre l'exemple d'une panne. Donc je clique sur déclarer un incident. Et là, ça m'ouvre un chat avec le loueur. Et là, je sélectionne la panne, je la décris, j'ajoute des photos et c'est envoyé au loueur. Et le loueur peut traiter la panne, me répondre, et lorsque la panne est résolue, elle change de statut, elle est déclarée clôture. Alors ça n'empêche pas un chef de chantier d'appeler le loueur directement pour l'avoir au téléphone, lui expliquer ce qui s'est passé et avoir plus de réactivité. Par contre, le fait de le déclarer sur la plateforme a deux intérêts. Le premier, c'est avoir une traçabilité juridique sur ce qui s'est passé et de mettre automatiquement à jour la commande. Donc nous, on a un moteur de calcul qui va venir mettre à jour le bon de commande pour faire en sorte que la commande reflète toujours la réalité. Et le deuxième intérêt, c'est que tout ça, c'est enregistré en base de données et ça permet d'avoir des statistiques derrière pour connaître le niveau de service des loueurs. C'est quoi leur taux d'incident, c'est quoi les types d'incidents qu'ils vont générer, comment ils sont par rapport à la moyenne. Lorsqu'un loueur vend dans son contrat une réactivité en disant « je répare toutes les pannes sous 2 heures, est-ce que cette promesse est tenue ou pas ?» Donc là, on a un tracking sur tous ces sujets-là. Donc voilà, et je gère ma location, in fine, au moment où je réceptionne la facture, j'ai une facture qui va cadrer avec ma commande et du coup, je gagne du temps administratif. Il y a toute une partie sur ordinateur qui est à destination soit de ce qu'on appelle des dispatchers ou des approvisionneurs dans les sociétés. Donc, c'est des intermédiaires au sein d'une société qui vont gérer des gros volumes de location. Donc, on leur donne des outils pour pouvoir piloter des plannings et des dizaines de locations à l'instant T. On a aussi tout un tas de fonctionnalités sur la facturation. Donc, les factures, on les reçoit, on les scanne en automatique, et on les compare à la commande. Donc, on gagne du temps administratif sur ça. Et on donne des outils aux acheteurs pour qu'ils puissent à la fois mieux piloter la qualité de leur loueur. Donc lorsqu'ils font des points réguliers, ils savent sur quoi leur fournisseur doit progresser. Et aussi sur les prix, parce qu'en fait on fait une sorte de Pareto. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a 20% de références qui vont faire 80% des achats. Donc on identifie qu'est-ce qu'on loue le plus, dans quel secteur, sur quelle durée moyenne. Et du coup on sait mieux négocier que si on le faisait sur un ensemble de catalogues et sur un ensemble de durées et partout en national. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'on apporte aux entreprises, c'est digitaliser l'expérience et faire gagner du temps au chantier. C'est mieux optimiser les contrats cadres et du coup les prix d'achat. C'est mieux piloter la qualité des loueurs et puis diviser par 2 le coût administratif qui est lié au sujet parce que c'est compliqué à gérer. Voilà pour nous et pour Tractaro. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Les données des loueurs oui. sont introduites par les loueurs sur leur parc et leurs différentes agences. La disponibilité des matériels et tout ça. Oui. Elles sont introduites par les loueurs. En fait, on a un mécanisme où on travaille avec différents clients. Donc chaque client va inviter, quelque part, référencer ses fournisseurs. Et du coup, par effet cumulatif, on va référencer toutes les agences et tous les catalogues de tout le monde. On va travailler par exemple avec Book Construction qui, à la rentrée, va gérer 100% de ses locations via l'outil. Et il travaille aujourd'hui avec 13 000 agences référencées, donc quasiment tout le marché qui est référencé dans l'outil. On n'est pas précisé si on pouvait choisir liquide, gaz ou gazole. Oui, tout à fait. Je suis allé vite sur la démo et je ne pouvais pas tout montrer, pardon, mais on a un parcours où bien évidemment on peut choisir l'électrique, gaz ou thermique. C'est souvent lié à l'usage d'ailleurs. En extérieur, on va être plutôt en thermique, en intérieur, en électrique, etc. Dans le parcours client, on peut proposer des alternatives. C'est-à-dire que lorsque le client a besoin d'une thermique, alors qu'une électrique peut faire le travail, on peut le proposer. Et surtout, on a une fonctionnalité qui est en cours de développement, qui va traquer le bilan carbone de chaque location, en faisant des hypothèses sur le temps d'usage, le type de matériel que c'est. Donc, deviner à peu près la consommation gasoil, faire la conversion avec les hypothèses de l'ADEME pour estimer le CO2 émis. Et du coup, on est capable de piloter aussi les réductions de carbone liées au sujet. En combien de temps elle est opérationnelle auprès des clients, c'est-à-dire que... La plateforme? Oui, c'est ça. Alors, ça va hyper vite. Il faut juste s'interfacer avec l'outil de procurement du client. Donc, l'outil d'achat pour... En fait, lorsqu'une commande passe par Tractor, pour éviter une double saisie dans le système informatique du client,
on va s'APIser pour créer la commande et récupérer le bon de commande. Donc ça, en fait, aujourd'hui, on commence à s'interfacer avec certains ERP. Donc en fonction du staffing du client en face, ça peut aller d'une semaine à un mois maximum. Après, on a toute une partie ingérer les contrats cadres. Donc ça, pareil, en fait, on les ingère directement en base de données. Donc en fait, on les récupère brut de nos clients. Et on est capable de les ingérer directement en base de données pour éviter de les saisir ligne par ligne. Vous avez combien de loueurs référencés? Alors avant, on travaillait avec 380 agences de location. Donc, en fait, sur le marché, vous avez Autoloxam qui est à peu près un tiers du marché, et puis 3000 loueurs indépendants. Donc on travaillait plutôt avec les indépendants. Et depuis peu, on a signé un contrat récemment qui nous permet de référencer 13 000 agences. Donc on a quasiment tout le marché sur la plateforme. Et là où c'est compliqué de mapper les loueurs, c'est surtout sur la location avec chauffeur. C'est plein de petits players qui ont 5, 6, 7 machines. Et du coup, lorsqu'on a un chantier dans une région particulière, on n'a pas l'habitude de travailler, identifier les loueurs qui y travaillent alors qu'ils n'ont pas de présence en ligne, ils ne sont pas présents sur les annuaires, etc., c'est hyper pénible. Voilà. Pour tenir le timing, je laisse la main à notre CTO, Samé, qui est au fond, qui va nous parler un peu plus d'intelligence artificielle afin de conclure cette conférence. Si je dois me brancher. Soit tu partages sur le connecte au lien. Ah, t'as pas le lien. Attends, tu peux au moins commencer par mettre le slide. Peut-être réfléchir la page. On va pas celle-là. Celle-là. Un peu de commentaires. Ça, j'ai vu. Okay. Bon, je vais essayer de tenir les délais. Déjà, bonjour à tous. Alors moi, je ne viens pas du tout du monde du bâtiment, alors pas du tout. Par contre, j'avais des bureaux à l'ENS Cachan, donc c'était pas trop loin, il me semble. Alors, qui suis-je déjà? CTO de Tractor, en effet. À la base, je suis mathématicien de formation, je m'appelle Samé Mohamed. Informaticien de passion, je gravite autour des sciences, de la tech, de l'entrepreneuriat. J'ai cofondé une boîte il y a à peu près 5 ans, qui n'avait pas trop mal marché. Puis là, j'ai appris une aventure de CTO avec Tractor. Alors, les planètes que j'aime fréquenter, c'est les maths, la programmation, le web et l'IA. Voilà. J'ai bossé dans pas mal d'univers, passant des startups à l'académie, comme des grands groupes, pardon. Alors, qu'est-ce que ce talk n'est pas? C'est pas un talk technique, c'est pas non plus un talk pour les initiés, donc il n'y a pas de pure technique. Ça va être plutôt une approche très généraliste, je dirais, sur l'IA, avec quelques use cases adaptés au BTP. Alors, je dis souvent IA pour intelligence artificielle, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Concrètement, alors qu'est-ce que c'est que l'IA? D'après moi, ce que c'est que l'intelligence artificielle, en fait, c'est tout simplement toute méthode informatique permettant à l'homme d'obtenir de manière facile et automatique une information ou un savoir. Voilà. C'est le fait de capturer une information de manière facile, à travers un algorithme pour utiliser des grands mots. Et en fait, c'est pas si nouveau, et ça s'utilise au quotidien. Il y a Google, donc dès que vous tapez un mot, ça va vous alors à la fois prédire le mot suivant, mais en plus évidemment faire la recherche de scanner en fait l'ensemble des sites qui ont été indexés pour remonter l'information. Waze, quotidiennement, quand vous utilisez votre Waze ou Google Maps pour prédire le temps d'arrivée, donc les ETA. Netflix, quand on chill sur son canapé et qu'en fait on nous propose, en fonction de notre profil, de là où on habite, des connexions qu'il a pu faire ici et là, des recommandations en fonction des films qu'on a pu voir, et même la météo en fait. Donc il ne faut pas regarder les prévisions, ça paraît dangereux. Mais oui, même en fait, les prévisions météo sont faites à base d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors on peut englober tout ça, encore une fois, dans l'IA. Et ça existe en fait depuis très longtemps. Et comme ça, il y a une évolution.
Alors, je vais mettre l'accent beaucoup sur ce que j'appelle la démocratisation de l'IA, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle existe depuis un bon moment, sauf qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde en entend parler, et ça, c'est démocratisé parce que accessible via des chats GPT et compagnie. Mais en fait, il y a eu trois, je dirais, grandes périodes de l'IA. La première période, c'était l'IA sans données. Donc, sans données d'apprentissage, c'est juste des règles, un peu comme pour tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, quand on jouait contre l'ordinateur, c'était en fait une intelligence artificielle. Je sais pas, quand vous jouez à Street Fighter ou n'importe quel autre jeu, en fait, en face, on disait, bon, bah, je combats l'ordinateur, mais en fait, c'était juste une IA. Quand on jouait aux échecs, pardon ? C'était les systèmes experts. Tout à fait, oui, il y a les systèmes experts, les systèmes symboliques ou autres. Donc, on a évidemment les échecs, où en fait, c'est juste une suite, un énorme arbre décisionnel sur lequel en fait l'algorithme allait vérifier où est-ce qu'on était placé dans l'arbre gigantesque l'ensemble des combinaisons possibles et ensuite chercher la bonne trajectoire pour gagner. Donc après cette phase, il y a eu la phase d'apprentissage statistique, je dirais. Donc en fait, c'est une époque où les chercheurs se sont dit, mais autant se baser sur de la donnée, la vraie, un peu comme un être humain, pour apprendre. Et là, vraiment, on peut parler d'apprentissage au sens propre, dans le sens où l'algorithme va s'améliorer en fonction des données qu'on va lui donner. Et donc, comme ça, il y a eu une multitude d'algorithmes qui ont émergé, qu'on appelle supervisés ou non supervisés, etc. Et puis après ça, depuis peu, il y a les IA génératives ou généralistes. Et donc là, c'est les fameux LLM, donc les grands modèles de langage, comme les GPT, etc. Donc là, c'est la grande compétition en ce moment. Et c'est devenu tout d'un coup accessible. Alors évidemment, les deux premières étaient pour des applications hyper spécialisées, encore une fois. On peut donner l'exemple, tout à l'heure on voyait Netflix, donc des systèmes de recommandation, où quand vous allez acheter quelque chose sur Rue du Commerce ou autre, vous allez avoir quelqu'un, un petit bonhomme comme moi, qui va se mettre à programmer un algorithme en fonction de toutes les données pour essayer de vous trouver le meilleur produit qui serait similaire à vos anciens achats et que vous seriez susceptible d'acheter. Aujourd'hui, on a une approche encore une fois beaucoup plus généraliste et donc voilà, la démocratisation s'est mise en route. J'ai appuyé, sauf que c'est toujours pas visible. Il y a une bonne latence. Au passage, pareil, hein, j'ai fait comme le monsieur, j'ai généré cette IA, cette image à base d'IA. Donc je lui ai juste dit, fais-moi une évolution de l'IA sur un style darwinien. Donc, voilà. Donc ça c'est pour l'évolution de l'IA. J'attends que ça charge. Alors comment on en est arrivé à cette démocratisation ? Il y a eu plusieurs phénomènes, mais je dirais le premier, c'est les puissances de calcul qui ont été décuplées. Avant, on avait un composant dans les ordinateurs qui s'appelait la carte graphique. Donc, c'est ce qui permet de jouer aux jeux vidéo de manière efficiente. À l'intérieur, on a des petits composants qu'on appelle des GPU, donc des unités de processing graphique. À la base, tout ce qu'on pouvait calculer se faisait uniquement sur ce qu'on appelle des CPU, donc des choses qui permettent effectivement de calculer. Sauf qu'en fait, on a découvert que ce petit outil-là, alors Nvidia, c'est la grande entreprise qui produit des GPU à gogo et qui est vraiment largement devant tout le monde. Donc cet outil nous a permis de décupler encore une fois la puissance de calcul. Et ça nous a permis notamment d'utiliser des algorithmes qui existaient depuis un bon moment, sauf qu'on était incapable de les utiliser sur un ordinateur normal. Ensuite, il y a eu autre chose, c'est-à-dire que ce petit composant-là, une bonne carte graphique pour faire de l'intelligence artificielle, ça coûte environ 15 000 €. Donc tout le monde ne peut pas non plus se l'offrir. Alors ce qu'on fait actuellement, enfin, en informatique, on a un concept qui s'appelle le cloud computing. Donc en fait, c'est le fait de partager des ressources, notamment des ressources de calcul, un peu comme dans une banque. Comme on sait que tout le monde ne va pas retirer ses caisses de dépôt au même moment, eh bien c'est pareil pour l'IA, tout le monde ne va pas se mettre à faire du calcul au même moment. Donc en fait on a
limiter le nombre de serveurs, tout en sachant que voilà, on a ouvert ces serveurs un peu à tout le monde. Et ça permet à tout le monde de ne pas forcément acheter cette carte à 15 000 €, mais pour autant faire de l'IA. Et puis aujourd'hui, la tendance, c'est évidemment un peu comme partout dans l'industrie, c'est-à-dire qu'au début, quand on en est au prototype, c'est des choses qui sont énormes, etc. Et puis on s'en va vers de la... voilà, tout à fait. Donc on va miniaturiser, ça se dit ça on va miniaturiser donc nos modèles. En ce moment, un grand acteur, juste pour le petit côté cocorico, c'est Mistral, tout à fait. C'est Mistral qui en fait a permis de faire des algorithmes, qui nous a permis de faire des algorithmes beaucoup plus petits, donc qui peuvent tenir sur des machines un peu plus normales, mais pour autant qui ont des puissances assez élevées. Et donc l'idée, c'est de mettre ces algorithmes bientôt dans nos poches à tous, même si déjà en fait accessibles. Alors maintenant, je vais parler d'usages un peu plus concrets et de ce qu'on a pu faire au sein de Tractor notamment. Il n'y a pas si longtemps, alors il y a on a fait ce qu'on appelle un hackathon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? C'est une sorte de marathon pour les développeurs. Donc on s'est enfermé 2 jours et demi pas loin de Paris en se disant bon, on va développer un produit très rapidement. En 2 jours et demi, on a développé voilà, ce qu'on a appelé un prototype ou de produit qu'on a appelé Wolfie. Qu'est-ce que c'est Wolfie? C'est juste un agent, un assistant WhatsApp. Donc on s'est branché à WhatsApp pour qu'il n'y ait pas de friction, je dirais, dans l'usage. Alors que c'est juste un numéro de téléphone, fondamentalement. Qu'est-ce que fait Wolfie? On va lui donner une liste de contacts. On va lui donner des CCTP, des documents en tout genre, donc des catalogues et ainsi de suite. Et on va le questionner à la manière dont on questionne un peu une secrétaire ou un assistant. Et donc, voilà, on peut lui demander donc les cas d'usage. Comme on sait qu'il y a beaucoup d'intervenants dans un chantier et que tout le monde ne parle pas forcément la même langue et que les documents sont, comme on le disait, assez dispersés ici et là, etc. Donc, on a plusieurs cas d'usage. On peut lui faire broadcaster des messages, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut lui demander, bah écoute, demande à tous les chefs de chantier de me donner l'état d'avancement sur chacune de leurs chantiers. Et donc, juste en un message, finalement, on en a envoyé une multitude, basée uniquement sur un catalogue de contacts. On peut lui demander, préviens tous ceux qui travaillent sur le chantier du Parc des Princes qui vont être bloqués parce que le transport machin. Voilà, ça va encore une fois broadcaster un message. On peut aussi lui poser des questions sur les documents dont il a accès, c'est-à-dire voilà, quel est le luminaire prévu à tel endroit, ou qui est-ce qui peut me fournir tel ou tel article. On a un use case de rebond, on appelait ça le rebond. C'est-à-dire qu'en fait, cet assistant-là, il est capable d'aller chercher l'information où elle se trouve, même s'il n'a pas le contact dans sa liste de contacts. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, on peut demander à Wolfie d'aller chercher l'information chez une personne X. Cette personne X la renvoie à une autre personne Y. Voilà. La personne Y lui donne quelques informations en plus et lui dit finalement, écoute, la personne qui a ton information, elle n'est pas là, mais par contre, elle s'appelle Z et voici son numéro. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller contacter Z, il va l'ajouter dans sa base de contacts et il va vous renvoyer l'ensemble des informations un peu comme ça. Comme si vous aviez une secrétaire qui fait littéralement ce travail de recherche pour vous. Ce que ça permet de faire, évidemment, c'est que ça permet de parler de multiples langues en fonction de la personne à qui elle s'adresse, d'utiliser des voice notes, enfin les messages audio, et une capacité d'intermédiation assez forte. Il ne faut pas tout lire, on a été brutal là sur le message ici. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quoi? Ça a une capacité d'intermédiation parce que les IA sont contrôlées avant de fournir des modèles. On essaye de faire en sorte de contrôler à ce que ça ne dérive pas, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives en fait au départ. Donc, les modèles pouvaient littéralement vous dire tout et n'importe quoi, y compris comment construire une bombe ou ce genre de choses. Donc, et puis là, je voulais vous faire un exemple live qui était, alors je ne sais pas si le timing le permet ou pas. Moi, je pense qu'on va être short, ouais. Mais
l'exemple d'avant que Samer a montré, c'était dans le cadre du hackathon, parce que en fait, les problèmes de communication, on les a de manière récurrente sur les chantiers, nos clients les expriment. Donc on s'est dit, on va s'amuser à trouver une solution à ça. Et c'est vrai que la démo a été assez impressionnante dans la capacité de Wolfie à trouver l'information et à la ramener à la bonne personne. Et ça fait gagner un temps fou. Et je crois que dans le public, on a des jeunes qui montent une boîte avec un produit assez similaire finalement. Si vous voulez vous présenter après oui. Le projet. Ouais, tu peux y aller si tu veux. Ouais, rapidement. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Naïma, ancienne de l'ESTP, donc promo B 2020. Et je pense que je te... Ouais, on se connaît. Ah ouais. On se connaît. Et du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai décidé de monter ma propre boîte. Et j'ai rejoint le master Polytechnique HEC Entrepreneur, où j'ai rencontré mes 2 cofondateurs, Léonie et Alexis. Et en fait, on a décidé de s'attaquer à tous les problèmes d'inefficience et d'inefficacité qui ont été pointés du doigt ce soir. Mais nous, on a décidé de l'attaquer sous l'angle de la donnée. Donc, dans le monde du BTP, où la donnée, où il y a énormément de données, il y a énormément de données décentralisées aussi. Et on s'est dit que c'était l'opportunité parfaite d'utiliser les nouvelles technologies comme l'IA, notamment pour justement réussir à donner la bonne information aux conducteurs de travaux au bon moment. Donc, on a développé notre IA qui s'appelle Aman AI, et qui permet aux conducteurs de travaux d'interroger à partir de leur téléphone et d'obtenir des réponses précises et contextualisées sur n'importe quelle question qu'ils ont à propos de leur chantier. Voilà. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a d'autres personnes qui sont inscrites et qui lancent leur start-up. On a GoSafe tout au fond. Tu veux présenter GoSafe rapidement? Ouais, on peut présenter GoSafe nous aussi. Alors on est EP 2024, on n'est pas sorti encore de l'école, on n'est pas diplômé. Voilà, et nous, alors on aborde la question de l'IA un peu différemment. On est parti sur la sécurité sur les chantiers. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un thème qui est ennuyeux. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait s'appuyer sur l'IA pour créer du contenu ludique de manière assez simple et le proposer aux entreprises pour qu'elles forment et qu'elles sensibilisent leurs employés plus facilement avec un message clair à travers les contenus qu'on a créés par l'IA. Aujourd'hui, on déploie notre produit demain chez notre première entreprise. Donc, bravo. Sur 130 personnes, ça va nous permettre d'avoir nos premiers retours et d'améliorer le produit par la suite. Du coup, non, le deuxième exemple qu'on voulait vous faire, et on n'aura pas le temps, c'est qu'on a un de nos clients qui a un fonctionnement particulier sur la location de matériel, c'est-à-dire que le chantier exprime un besoin en disant je veux soulever telle charge à telle hauteur avec tel déport par exemple, mais sans préciser la machine dont il a besoin. Et ensuite, ils ont ce qu'ils appellent des technico-commerciaux qui vont, en fonction du besoin qui a été exprimé, trouver la machine la plus adéquate en lisant les courbes de charge, etc. Et puis on a eu un débat en interne avec Samé et une personne du produit chez nous. On se disait est-ce qu'on peut automatiser ça ou pas? Moi personnellement j'étais un peu sceptique en disant mais attends c'est un sujet technique, il faut savoir lire des courbes de charge. Les courbes de charge sont souvent indigestes parce qu'on a la hauteur, le déport et puis à l'intérieur des courbes sur le poids à apporter. Et du coup on a fait un exemple assez simple. On a mis dans ChatGPT une dizaine de fiches techniques de chariot télescopique et de grue. On lui a exprimé un besoin à ChatGPT en lui disant c'est quoi la machine la plus adéquate pour mon besoin, et il a su lire les courbes de charge des différentes fiches techniques et nous donner la réponse sur la machine adaptée. Et on trouvait que c'était un use case sympa à vous partager parce que ça montre à la fois que, un, c'est assez facile à utiliser, et deux, ça peut aller très très loin dans l'analyse contrairement aux a priori qu'on pourrait avoir. Voilà. Yes, ouais. Vous pouvez le faire en live, hein, si un jour vous avez envie d'essayer, vous pouvez récupérer des documentations, la documentation technique sur le site et puis
On peut lui balancer, il analyse les PDF, les JPEG, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci aux organisateurs. Merci à mes camarades entrepreneurs aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres entrepreneurs dans la pièce d'ailleurs qui veulent prendre la parole ou pas. Sinon, on peut passer au pot.